Bonjour à tous. Alors, il y avait un prérequis normalement pour venir qui était de faire le kata. Donc, tous ceux qui l'ont pas fait, des fois je vais aller un peu trop vite, dommage. Euh, donc, l'idée de cette présentation, c'est de voir un peu comment on peut en fait designer un certain nombre de classes Java dans le cas où on veut implémenter un certain nombre de design patterns qui sont des design patterns qui sont basiquement, si on regarde, juste des fonctions. D'accord, c'est d'essayer de faire un truc un petit peu plus fonctionnel. Donc, qui je suis? Je m'appelle Rémi Forax. Je travaille pour l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Donc, vos impôts me payent. Grassement, non, faut pas. Si vous voulez savoir, je suis payé un peu moins de 3 000 euros. Donc, je travaille à l'université Paris-Est Marne-la-Vallée. Je donne des cours. je- J'embête les étudiants. Et aussi sur une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ESIP à côté, où bah pareil, je fais la même chose. C'est pas les mêmes étudiants, mais ça change pas grand-chose. Et donc sinon, je fais partie des gens qui essayent de fabriquer Java. Euh, donc actuellement, je suis dans deux projets, un qui s'appelle Amber et un qui s'appelle Valhalla. Mais on va pas du tout parler de ça. Voilà, puis j'ai fait partie des gens qui ont fabriqué les lambdas. On va parler de Lexer. Alors, je sais pas si vous connaissez ça. Non, c'est pas le bon Lexer en fait dont on va parler. Mon but, c'est de montrer un peu comment on fait pour designer des API qui sont des API qui vont prendre des lambdas en paramètres et qui sont des API assez fonctionnels dans la façon dont on va faire les choses. Donc il me fallait un exemple. Donc j'avais le choix entre Fizzbuzz ou ça, donc j'ai choisi ça. Donc l'idée c'est effectivement de créer un lexeur. Donc le but d'un lexeur, c'est je prends une chaîne de caractères et je sors l'objet correspondant. Donc là, je lui dis, bah, si ça match telle expression régulière, appelle-moi integer.parseInt pour me renvoyer la valeur. Si ça match telle autre expression régulière, bah, c'est double.parseDouble. Et si ça match la dernière, bah, tu m'appelles l'identité qui basiquement fait rien. D'accord? C'est l'idée de base de cette API-là. Et l'idée, c'est de voir bah, comment on peut l'implémenter et comment on peut l'implémenter de façon marrante. Le truc qui est intéressant, j'ai pas choisi ce truc-là au hasard. Le truc qui est intéressant, c'est que globalement, c'est une abstraction du juste if else, if else, if else, if else. D'accord? Ce qu'on va voir en fait, c'est comment on fait pour coder de façon fonctionnelle le pattern if else, if else, if else, if else, if else. D'accord? Donc c'est généralisable, pas que au cas du lexeur. Donc première question, quand j'ai ce genre de code-là et que je veux le généraliser, bah, j'ai un petit problème technique parce que la façon de le généraliser, la façon la plus simple, c'est de le voir comme une fonction. Donc c'est bien une fonction qui prend un texte en entrée, mais par contre, ça peut renvoyer deux choses. Bah, soit la valeur qui est le résultante du integer.parseInt, soit bah, le else. Donc ça c'est compliqué puisque ça veut dire qu'on a une fonction qui peut renvoyer deux valeurs. Donc si on lit la description des fonctions, c'est pas une fonction. D'accord. Euh, donc d'où le nom du design pattern. Le design pattern s'appelle le Railroad. Bon, le truc avec les rails et qui switch. D'accord. C'est pas moi qui ai inventé ce terme-là. C'est Scott Walshin, j'espère que je le prononce bien, qui a inventé. Alors, juste c'est lui qui a donné le terme, mais si vous regardez comment il l'explique, l'API est pas terrible. Donc j'ai essayé de faire une meilleure API que lui. Et donc voilà, la fonction qu'on a, c'est une fonction qui prend une string, alors je l'ai appelée tryparse parce que c'est un parseur, et qui renvoie, bah, c'est un peu ça le problème. Donc en Java, on a un truc qui est pas mal, qui est introduit dans la version 8 quand on veut représenter soit une valeur, soit pas de valeur. D'accord? On a optional qui sert à ça. D'accord? Il y a plein de gens qui me demandent c'est quoi un monade.
Donc un monade, c'est juste l'idée d'une superposition d'états. Justement, là, j'ai deux états possibles. Soit j'ai une valeur, soit j'ai pas de valeur. Et je veux les représenter de la même façon. Donc je vais les représenter avec un objet qui est soit pas de valeur, soit une valeur. D'accord? C'est ça de façon générale, un monade. Donc on a Java Util Optional, et on a deux façons. Soit on fait un off pour le créer avec une valeur, soit on a empty dans le cas où il est vide. Donc voilà mon if-else abstrait. C'est juste un truc qui prend une string, d'accord, qui s'appelle try-parse, et qui renvoie un optional. Ici, un optional de plusieurs valeurs possibles, puisqu'on a vu qu'on pouvait renvoyer des ints, des doubles, des strings, et ce genre de choses-là. D'accord? Bien. Alors, techniquement, je vais parler de trois choses. Je vais vous montrer en fait comment on implémente de façon fonctionnelle ce que je vous disais en Java, tous les behavioral et toutes les factories de façon générale. On parlera spécifiquement du Railroad Switch Pattern, je vais peut-être arriver à le dire. Et puis après, on va en profiter pour voir un peu ce que nous apporte Java 11, d'accord, en termes d'implémentation. Voilà. Donc ça y est, c'est fini. On va switcher. Alors, je sais pas où il est. Ah, c'est pas le bon. On va prendre celui d'après. Ah, Eclipse. Alors c'est là qu'on voit mon âge. J'utilise encore Eclipse. J'ai du mal avec les raccourcis clavier d'IntelliJ. Donc je veux implémenter mon lexeur. D'accord. La première opération qu'on me demande, si vous avez suivi le kata, c'est avoir un lexeur qui, quand on l'initialise et qu'on fait rien, qu'on n'a pas dit quand j'ai tel truc, je fais tel truc, et ainsi de suite, on veut un lexeur qui reconnaisse rien. D'accord. Et puis après, on buildera des trucs par-dessus. Donc, comme je veux représenter une fonction, d'accord, si je suis en Java depuis la version 8, je peux créer une interface. Une interface, donc lexeur. Je vais paramétrer mon lexeur, puisque j'ai dit que ça renvoyait un certain t. D'accord. Et je l'ai appelé try-parse. Et ça prend une string. Je vais l'appeler, je sais pas comment. Comment on l'appelle? Token, texte. Texte, c'est bien. Allez hop, va pour texte. Alors ça renvoie un t, on a dit que ça renvoyait pas un t. Parce qu'on pourrait dire je renvoie un t, je renvoie nul, mais c'est pas beau. Hein. On a dit que ça renvoyait un optional de t. D'accord. Donc c'est basiquement ce que je veux implémenter. Et comme je veux l'implémenter de façon fonctionnelle, je vais dire au gentil compilateur, si je le fais pas de façon fonctionnelle, hurle-moi dessus. D'accord? Ça veut dire que j'ai le droit d'avoir qu'une seule méthode abstraite, si vous préférez, pour implémenter. Après, donc, j'ai un ensemble de tests unitaires qui sont ici et qui pour l'instant ne marchent pas du tout. Parce que la première question qu'on vous demandait, c'est justement d'avoir une méthode create qui crée un parseur qui ne reconnaît rien. Et donc quand j'essaye de lui faire reconnaître quelque chose, il me renvoie « je ne reconnais rien ». D'accord, le résultat est vide. Donc on va dire « tout le monde est OK que la méthode elle est statique ». D'accord, je crée un objet à partir du truc. Je veux renvoyer un lexeur de n'importe quoi, parce que pour l'instant je ne sais pas quel est le type. Donc je vais dire je ne connais pas le type et je renvoie un lexeur du truc. Il se débrouillera avec le contexte pour essayer de trouver ce que c'est. Ou sinon, il faudra lui spécifier. La méthode s'appelle create. Aïe, aïe, aïe. En fait, c'est pas facile de coder quand on est en biais comme ça. Et elle reprend rien, puisque justement, pour l'instant, je veux que mon lexeur... Donc ici, je pourrais créer une classe qui implémente mon lexeur, machin, ainsi de suite, mais justement, j'ai décidé de le faire en fonctionnel. Donc, je vais me créer une lambda. D'accord. Vous savez que les lambdas, elles peuvent implémenter les interfaces, ça revient plus ou moins à ça. Donc ici, ma lambda, c'est basiquement quoi que tu m'envoies. Oui, c'est un identifiant valide. Et la convention avec moi-même, c'est que je me fous de l'identifiant. Je peux renvoyer optional.empty. D'accord, c'est basiquement l'idée. Comme ça, je reconnais rien. Quel que soit. D'accord, c'est mon premier parseur. Après, je vais faire des trucs plus compliqués. Mais c'est mon premier parseur. Alors, est-ce que mes tests marchent? Ah non, j'en ai qui ne marchent pas. Ah oui, mais ceux-là, c'est ceux d'après. C'est pas très grave.
On va faire semblant que pour l'instant ils n'existent pas. Ah! On va faire un beau... Il y a quelqu'un dans la salle qui doit être responsable du fait que tout à l'heure, il va falloir qu'il me dise « Hey, t'as commenté ce code-là ?» Parce que sinon je vais oublier. Donc après, je peux lancer les tests unitaires, et bien sûr, les tests unitaires plantent. Qu'est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié qu'en Java, quand on appelle une méthode publique, d'accord, ici quand j'appelle tryparse, si je lui envoie nul, ça va faire n'importe quoi. Donc je vais essayer de choper les nuls au moment où on me les envoie, plutôt que choper les nuls au moment où on fait les reads. D'accord, vous savez que c'est l'astuce en Java. On chope les nuls quand on fait les writes et on chope pas les nuls quand on fait les reads. Comme ça, on fait pas chier tous les gens qui font des reads parce qu'on fait beaucoup plus de reads que de writes. Donc ici, je suis obligé de changer un petit peu mon code pour dire que finalement, mon texte, il m'intéresse. Il m'intéresse juste pour un seul truc, c'est vérifier qu'il n'est pas nul. Ouais, c'est là qu'on se dit que Kotlin, c'est sympa. Bien sûr, require non nul, je vais l'utiliser plein de fois. Donc on va faire un bel import statique de require non nul. Donc si je relance mes tests, oh magique, mes 5 tests passent. Donc je peux passer à la méthode suivante. Donc la méthode suivante, je vous explique à peu près ce qu'elle fait. Elle s'appelle from et elle prend un pattern, c'est-à-dire une expression régulière. D'accord. Et si jamais le texte que j'envoie vérifie cette expression régulière-là, ça marche. Quand j'ai commenté le truc. Merci. Alors là, on est en train de faire un autre truc qui s'appelle le mob programming. Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ce genre de truc-là. C'est vachement agréable. Le problème, c'est qu'il faut que je vous emmène à chaque fois que je code. Donc c'est un petit peu compliqué. Alors en fait, dans le kata, on vous aide en indiquant à peu près comment on fait pour utiliser une expression régulière. Donc je vais honteusement faire un copier-coller de comment on fait pour implémenter les choses. Donc l'idée, c'est d'avoir une autre méthode statique, d'accord, qui renvoie cette fois-ci à un lecteur de string, qui va juste reconnaître une string. Je crois que la méthode s'appelle from, et elle prend, alors on a deux versions, on a une version qui prend un pattern et on a une version qui prend une string. D'accord, on va avoir une surcharge entre les deux. Donc voilà, c'est basiquement ce que je dois faire. Alors je dois faire un pattern.compile de ma regex. D'accord. Et puis, ce que je dois renvoyer, c'est un lexer. Donc c'est un truc... Ah, du mal. Donc c'est un truc qui prend du texte et qui renvoie un... Donc je dois créer un matcher. D'accord. Après, je dois vérifier que ça match. Donc matches, là, ça me renvoie un booléen qui me dit si ça a matché ou pas. Et dans le cas où ça a matché, je dois renvoyer le groupe 1 qui est par convention le truc qui a matché. D'accord. Et donc, moi, ce que je dois faire, c'est renvoyer un optional. Alors, il y a une astuce avec optional, d'accord, c'est qu'il ne faut pas essayer de créer les optionals à la fin. L'astuce avec les optionals, c'est de se mettre le plus tôt possible dans le monade et après de combiner les trucs dedans. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Donc, je vais créer mon optional directement ici, alors que c'est stupide, en faisant un off. Alors, c'est stupide parce que là, ma valeur, elle est toujours... D'accord, mon matcher, il va toujours exister. Mais l'intérêt, c'est qu'après, je peux utiliser filter pour dire, finalement, mon matcher va exister ou pas exister en fonction de si ça match. D'accord, donc je vais faire un beau filter ici de matcher 2.2.matches. Est-ce qu'il complète? Non, il est perdu, c'est pas grave. Et après, voilà, ça commence à être un peu compliqué. Et après, on fait un map, puisqu'on est en train de dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le matcher, mais c'est ce qu'il a matché, il faut que j'appelle groupe 1. D'accord, dessus. Donc, je reçois un matcher, et sur mon matcher, j'appelle groupe 1. Ah,
Ouais, mais t'inquiète pas. Oups, ça a l'air d'être bon. J'utilise pas. Ah oui, j'ai toujours Zoho, donc effectivement ça n'a pas marché. Texte. En fait, c'est super bien de tous vous avoir là. C'est trop agréable. Techniquement, il va encore me manquer l'histoire. Ah, il veut pas. Ah, si. Changer pour un bloc. Il va encore me manquer le require non nul. Ici, sur texte. Qui me propose pas parce que sinon ça aurait été trop intelligent. Je peux pas l'intégrer. Non, parce que je veux que ça plante. Je veux pas que ça me dise c'est pas grave, je peux reprendre. Basiquement optional, c'est l'utilisateur qui décidera si ça plante ou pas. Moi, je veux que ça plante quoi qu'il arrive. Donc non, je peux pas l'intégrer à optional. Donc en fait, on vous demande d'implémenter deux versions. On a la version avec des strings et on a la version avec avec un. Techniquement, je devrais pouvoir faire quelque chose du genre, est-ce que je peux faire ça et faire un beau refactor extract method from et qu'il fasse pas n'importe quoi. Moi, ça a l'air plus ou moins de marcher. D'accord, il m'a fait mes deux versions. Mes deux versions qui allaient bien. Donc, j'ai mes tests unitaires, je peux relancer mes tests unitaires. Oups, ça marche pas. Je vais voir le test. Alors, je dois renvoyer un null pointer si j'envoie un pattern qui est nul ou une string qui est nulle. Et ben, j'ai pas testé quand j'envoyais un pattern qui était nul ici. J'ai aussi besoin d'un require non nul dans le cas où le pattern d'accord peut être nul. Compile ça plante si regex est nul. Donc ça résout mon problème. Oh, un autre problème. On se demande quel est le couillon qui écrit les tests unitaires. Ah oui, alors ça c'est... Celui-là c'est le normal. Ah, enfin de la sémantique. Je veux matcher une regex pour extraire les valeurs, mais ça veut dire que ma regex elle doit avoir des parenthèses. Sinon je peux pas extraire la valeur. Donc c'est pour ça que celui-là il plante, parce que je lui ai donné une expression régulière qui n'a pas de parenthèses autour. Et le deuxième il plante parce qu'il a trop de parenthèses. J'ai le droit qu'à une série de parenthèses, puisque je peux extraire qu'un seul des trucs. Donc effectivement, ça veut dire qu'ici, mon lexeur, il va falloir que je vérifie que le pattern que je lui envoie, d'accord, si on compte le nombre de parenthèses, si on compte le nombre de groupes qu'on peut capturer, j'en ai bien qu'un seul. Et c'est là qu'on se rend compte que l'API Java elle est pourrie. Parce que la seule façon de faire ça, c'est de créer un matcher qui match rien pour après appeler group count pour savoir combien on a de parenthèses, combien on a de groupes à l'intérieur de mon expression régulière. C'est pas terrible. Donc si ça, c'est différent de 1, throw new illegal argument exception. Illegal argument exception. Voilà. Alors moi je sais quelque chose que vous savez pas. Require one group. Notez qu'il y a un intérêt à faire des méthodes aussi, en plus du fait que je vais la réutiliser plus tard, qui est quand vous avez votre stack trace, vous verrez le require one group quand ça plante. Ce qui est vachement agréable pour l'utilisateur parce qu'on sait dans les différentes erreurs qu'il peut y avoir, d'accord, pourquoi on a eu ce truc-là. Ça veut dire qu'il faut bien nommer les choses, même si c'est des trucs privés. Ah, on est d'accord qu'on a le droit d'avoir des méthodes privées dans les interfaces, hein, ça pose pas de problème. Si je relance mes tests cette fois-ci, tout passe. Wouhou! Je suis passé à 16 tests. Donc je peux continuer. Donc effectivement, maintenant, je commence à avoir quelque chose qui est un peu mieux, puisque je commence à être capable de pouvoir créer un lexeur qui reconnaît un certain pattern.
Alors je peux créer un lexeur qui reconnaît certains patterns, mais il m'envoie toujours que des strings. Donc maintenant, je vais faire en sorte que je puisse en fait appliquer une transformation sur la string qui m'a reconnu pour pouvoir appeler integer.parseInt, tout ce genre de choses-là. D'accord? Donc comme je vais faire une transformation, la plupart du temps, quand on veut faire des transformations comme ça, la méthode s'appelle map. Oui, ouais, transformation d'une valeur vers une autre valeur. Alors le truc, c'est que je vais vouloir rajouter une méthode map à l'intérieur de mon interface, mais ça veut dire que mon interface, elle aura deux méthodes. Donc je pourrais plus utiliser mes splendides lambda. Bah si, parce qu'en fait, ma méthode map, elle aura toujours le même code, donc je peux créer une méthode par défaut. D'accord? Donc elle ne sera pas abstraite, elle ne comptera pas dans les méthodes. Donc c'est ce que je vais faire ici. Je vais créer une méthode par défaut. Ma méthode par défaut, elle va cette fois-ci renvoyer un lexeur, non plus de t, mais d'une certaine valeur. Alors je l'appelle v, peut-être r pour valeur de retour. Allez, r. Donc la méthode s'appelle map, d'accord, et elle prend une fonction. Si je prends integer.parseInt, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui va d'une valeur vers une autre valeur. D'accord, donc c'est une fonction qui va aller ici cette fois-ci de t, puisque c'est un lexeur de t, d'accord, vers une autre valeur qui est la valeur qui est renvoyée par la fonction. Ça j'ai pas trop d'idées, donc je vais l'appeler mapper. D'accord. Hop. Et on fait return. Donc qu'est-ce que je dois faire? Moi, je dois toujours prendre mon texte, d'accord, parce que de toute façon, je dois renvoyer un lexeur. D'accord, je suis en train d'implémenter mon interface là, à une seule méthode. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois appeler basiquement this. D'accord, je dois appeler le lexeur sur lequel j'ai appelé la méthode map. Il va me renvoyer un optional. Et sur cet optional, je vais prendre la valeur qui est à l'intérieur si elle existe et la transformer en la nouvelle valeur en appelant la fonction. D'accord? Donc je vais appeler tryParse avec le texte. Et après, sur mon optional, je vais effectuer la transformation. Et c'est marrant, la méthode s'appelle aussi map. Et elle prend un mapper. Oh, cool. On n'écrit pas beaucoup de code. C'est plus compliqué à expliquer qu'écrire le code. C'est un peu le but du truc. Alors bien sûr, est-ce qu'on le voit? Ah, ici ça marche. Zut. J'ai pas écrit le bon test. Techniquement, ici, mon code il est faux. Parce que je dois rajouter les points d'interrogation extends et les points d'interrogation super. Alors je dois avoir un autre exemple. Je vais les rajouter ici. On va faire semblant que vous savez ce que ça veut dire. D'accord? Et je vous expliquerai un poil plus tard à quoi ça sert. Je crois qu'il y avait un... Ah, je sais pourquoi ça n'a pas marché. J'ai pas commenté les trucs. Ouais, parce que j'étais sûr que j'avais écrit quand même le test qui faisait que ça plantait. Hop. Donc je change pour mettre les tests. Et dans ce cas-là, si j'enlève les trucs en mettant T et R, ah, voilà, ça compile carrément pas. C'est quand même vachement mieux. Donc si je regarde, là je crée un lexeur, si je demande à var c'est quoi son type, alors je sais pas si vous voyez, mais il y a écrit lexeur de integer. Donc j'ai un lexeur d'integer et j'appelle avec map, qui prend un objet et qui renvoie une string. Donc j'ai un integer, d'accord, dans le cas où j'ai trouvé le truc, je l'envoie comme un objet, ça je devrais pouvoir le faire. D'accord? Le problème c'est que par défaut, quand on a des types paramétrés, si on met pas les points d'interrogation extends ou les points d'interrogation super, il prend que le type exact des choses. D'accord? À l'intérieur des chevrons, il faut lui dire non, en fait ici mon t c'est pas un t que je veux prendre, mais c'est soit un t, soit un super type de t. Comme ça, quand je vais l'appeler avec un t, ça va marcher. Donc je dois mettre mon point d'interrogation super. Parce que je peux prendre un super type de t. Et de la même façon, ma valeur de retour, d'accord, ça peut être un sous-type, un truc plus précis. Je peux déclarer que je renvoie objet et renvoyer une string, ça va marcher. Je peux envoyer un sous-type du truc. Donc point d'interrogation extends. D'accord? Ah, et cette fois-ci, ça compile. Et si j'exécute, alors normalement, ça plante toujours parce que j'oublie toujours les nuls.
D'accord? Entre autres ici, j'ai le problème que mon mapper, il faut que je fasse attention à ce que lui-même soit pas nul. Notez que c'est vachement important pour les lambdas, parce que comme les lambdas, on les appelle peut-être plus tard, vaut mieux signaler à l'utilisateur à l'endroit où il fait la faute du gland à appeler avec nul plutôt que, d'accord? Au moment où c'est exécuté, normalement on est censé... c'est Josh Bloch qui dit ça, qui dit blow early, blow often. Un très bon motto en Java. Donc voilà, j'ai map, ça veut dire que je suis capable de prendre un lexer et d'appeler mon integer.toString, mon integer.parseInt, pardon, derrière pour transformer. Si je reconnais le motif, en plus je suis capable de l'envoyer sous forme de string, d'integer. Le truc qui me manque maintenant, c'est je peux créer un lexer, mais je ne peux pas en avoir plusieurs pour reconnaître différents patterns. D'accord, donc c'est ce que je vais rajouter. On vous dit que la méthode doit s'appeler OR. Donc on va réutiliser la même astuce. C'est aussi un truc par défaut. D'accord. Ça renvoie cette fois-ci, pardon, un lexer de T. Il faut qu'ils aient plus ou moins un type commun. On va voir exactement. Qu'est-ce que ça prend en paramètres? Ça prend aussi un lexer, parce que je vais l'appeler sur lui-même, d'accord, et sur un lexer. On est en objet, donc on appelle sur le machin, parce qu'on a l'autre qui existe. Donc, je prends mon lexer, je lui prends un autre lexer, et là, il faut que j'écrive un truc du genre... je peux plus ou moins recopier le code, au moins le début. Ça sera pas mapper, ça sera lexer. Mais l'idée, c'est de dire, je vais m'appeler moi-même. D'accord? Si mon optional, il est vide, je vais appeler lexer. D'accord? Donc je fais un try parse pour dire, j'appelle sur this, c'est this.tryparse, techniquement. Et si ça marche pas, alors dans ce cas-là, j'appelle sur le... Alors le et si ça marche pas, c'est pas dans Java 8, mais c'est dans Java 9 parce qu'il y a un mec qui a hurlé en disant « Hey, il manque ce truc-là ». Quelqu'un de super bien, pas assez payé. Donc maintenant, on a une méthode OR, où je peux directement... Alors OR, ça prend non pas le truc à faire, mais un supplier du truc à faire. Alors pourquoi on est obligé de prendre un supplier? Parce qu'on ne veut pas que le code s'exécute si on n'en a pas besoin. D'accord? Donc on utilise le fait que avec les lambdas, ça ne s'exécute pas si jamais on ne demande pas l'exécution. Donc ici, mon try parse, bien sûr du même texte. D'accord? Depuis tout à l'heure, on n'implémente pas grand-chose. Je parle beaucoup, mais on n'implémente pas grand-chose. J'exécute, et oh magie, tous mes tests passent. Non, parce que j'ai encore oublié de commenter, de commenter les tests. Ah, voilà, ça compile pas. Quand même mieux. Alors pourquoi ça pourquoi ça compile pas? Il suffit de regarder les types et on a encore merdé dans les types. D'accord? Ici j'ai un OR, mais j'ai un OR entre un lexer qui renvoie un object, donc un lexer d'object d'un côté, et de l'autre un lexer qui renvoie une string. D'accord? Et quand j'ai écrit mon code, j'ai dit ah non, le OR c'est entre un lexer de T et moi-même qui est un lexer de T. Donc ça doit être le même T. D'accord? C'est exactement le même problème que tout à l'heure. C'est pas un T ici que je dois mettre. Alors il y a la règle qui est, on peut se creuser la tête pour savoir ce que c'est. On a la règle des étudiants qui consiste à mettre un point d'équation super et si ça plante, c'est un extends. Non, ce qui nous intéresse, c'est que ça soit un sous-type. Ça peut être un sous-type, ce qu'on renvoie. D'accord? Si ça marche pas, on peut appeler l'autre et l'autre il peut nous renvoyer un truc qui est plus précis. C'est pas gênant pour le type qu'on a. Si je fais ça, est-ce que ça marche? Est-ce que ça passe tous mes cas? Wouhou! Je peux continuer. Donc là, en fait, je suis capable quasiment de faire le truc que je vous avais montré au début avec le with. Il faut juste que j'implémente la méthode with. Donc la méthode with, c'était donc pareil, ça va être une méthode par défaut.
ça renvoie un nouveau lexeur. Et fait quoi ma méthode with? Ma méthode with, c'est juste une qui prend une expression régulière et la fonction et le mapper à exécuter qui va directement appeler les bonnes méthodes qu'on avait avant. Donc j'ai dit que ça prenait une chaîne de caractères et une fonction. Alors, comme c'est la même fonction qu'avant, je sais maintenant que c'est un point d'interrogation super T, point d'interrogation extends R. Donc je vais pas renvoyer ici un T, mais je vais renvoyer un R. Et c'est mon mapper. Donc ça fait quoi with? D'accord, l'idée c'est je crée mon truc vide et puis après je fais with avec ma regex et mon machin, with. Donc with, si on regarde, c'est comme si je faisais une sorte de OR, d'accord, qui va recréer un nouveau lexeur avec un from et qui va faire un map avec le mapper. Donc normalement, ça doit pouvoir s'écrire OR from regex map mapper. Et bien sûr, ça le fait pas. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Ah. Alors là, il y a un truc qui va être très drôle. Une fonction qui prend un t. Ah, je l'ai fait de cette façon-là? Ah bon. J'ai voulu. Non, ça va pas marcher de cette façon-là. Mon from, il crée. Ah oui, je suis bête. Je lui prends un t ici, alors que from, ce que ça renvoie, c'est parce que j'ai fait plusieurs versions dans ma tête. From, ce que ça fait, c'est ça renvoie un lexeur de string au départ, puisque je ne lui ai pas dit comment je le transformais. Donc c'est pas un lexeur d'un certain t particulier, c'est un lexeur de string. Et donc ici, il faut que je déclare que, par contre, je renvoie un certain truc. Mon OR ne marche pas du tout, parce qu'il faut que ça soit le même type, par contre, cette fois-ci, que le truc que j'ai. Si. Voilà, on va y arriver. Donc from, ça crée un lexeur de string, et après, il faut que je dise comment je fais pour passer de ma string à mon t, pour que je puisse faire un OR après derrière. Alors, est-ce que j'ai suffisamment de temps? Ouais, on peut faire celui d'après. Ah oui, donc j'ai mes tests, je les avais commentés ou pas? Non, pas encore, je les ai pas décommentés, je crois, mes tests. Pour ma question 5, et test, oh, c'est compliqué la question 5, il y a plein de tests. Qu'est-ce qui se passe si j'exécute? Ouf, ça se passe bien. Donc c'est l'intérêt des trucs de typage, c'est qu'on galère à typer, mais une fois que c'est typé, c'est bon. Donc voilà, ça c'est juste, finalement mes primitives de base c'est plutôt map et or, mais je veux pouvoir fournir à l'utilisateur des trucs un petit peu mieux à utiliser. Là en fait on a fini la partie 1, si on regarde des choses, et maintenant on a la partie 2. La partie 2 c'est de dire que c'est complètement inefficace la façon dont on, cette fois-ci en termes d'exécution, la façon dont on fait les choses, parce qu'on est en train de dire je map cette expression régulière-là, enfin j'essaie de regarder si cette expression régulière-là marche, puis j'essaie de regarder si cette expression régulière-là marche, d'accord? Donc je crée autant d'automates que j'ai d'expressions régulières. Et un truc que je pourrais faire qui est beaucoup plus simple, qui est de créer un seul automate avec toutes les expressions régulières et mettre des ou entre. Comme ça je reconnaîtrai d'un coup l'ensemble de toutes les expressions régulières, et ça sera plus efficace. Alors, je peux faire ça parce que moi, la façon dont j'utilise le code, c'est que des interfaces. Donc, je peux fournir plusieurs implémentations, d'accord, au même truc. Alors, ça va être un petit peu moins beau cette fois-ci, puisqu'on va commencer à gérer des listes de machins, ce qu'il va falloir qu'on se souvienne de tous les trucs avant de créer l'automate. D'accord? Donc, ce qu'on vous demande, c'est de créer. Alors, pareil, on repart dans un truc statique. On va avoir créé un lexeur de T. Mais cette fois-ci, on va créer un lexeur de T à partir
d'une liste de strings, mes regex, et d'une liste de mappers, mes mappers. Alors, pareil sur mes mappers. Mes mappers, en fait, c'est l'équivalent des mappers que j'ai ici, qui, à partir d'une string, renvoie un T. Je trompe. Donc j'ai une liste de toutes mes expressions régulières sous forme de chaîne de caractères, une liste de tous les mappers. D'accord. Avec ma liste de toutes les expressions régulières, je vais pouvoir créer un automate en faisant des pipes entre les trucs. Alors là, je vais tricher, parce que sinon, j'aurais pas le temps. Voilà quel est l'algo. Notez qu'il n'est pas très compliqué, c'est juste que c'est de l'algo et j'ai la flemme. Donc voilà à peu près quel est l'algo. Après, on va faire en sorte qu'il soit beau et qu'il soit au bon endroit. Mais l'idée, c'est bon, si mes listes sont vides, ben dans ce cas-là, j'ai rien à faire. D'accord. Sinon, je vais faire un join, string.join, pour joindre l'ensemble. Ça peut rendre une liste en paramètres. Enfin, ça prend un itérable techniquement en paramètres. Je les joins avec un ou. Je compile, donc je crée mon automate. D'accord. Et je vais matcher le texte correspondant. D'accord. Donc ça, c'est basiquement le code dont j'ai besoin. Alors, il faut que je renvoie un nouveau lexeur. Notez que mon lexeur, ce code-là, je vais pouvoir l'exécuter qu'une fois que j'ai créé l'ensemble de tout mon lexeur. Donc de la même façon, il faut que je crée une classe pour stocker les listes avant de pouvoir faire les trucs. Donc ici, je vais créer une implémentation. D'accord. Je ne suis pas obligé d'écrire tout sous forme de lambda. Alors, notez que normalement, j'ai pas besoin du T. Mais si on fait, enfin, déjà qu'Eclipse il a du mal. Donc si on commence à lui mettre, voilà. Et donc ce que je veux, c'est que tout ce code-là, ça soit mon code de matching. D'accord. J'essaye de prendre le texte. D'accord. Donc de façon lazy, c'est vraiment au moment où j'essaye de matcher les trucs que je vais créer les choses. Donc là, notez qu'il me dit maintenant que je peux retirer le T. D'accord. Alors, l'idée de ce truc-là, c'est qu'en fait, mon code il est farci de bugs. Pas l'algo, le code. D'accord. Est-ce que quelqu'un sait quel est le gros bug qu'on a? Le vrai gros bug. Il y en a plusieurs bugs. Il y en a un premier, c'est que on n'a pas refait tester que mes regex, elles ont bien au moins toutes des parenthèses à l'intérieur. D'accord. Donc on va faire un beau for each. Et puis pour chaque regex, je vais être obligé de la recompiler. Ah, c'est pas beau. De recompiler mon truc. Et puis après, je peux appeler mon require. Je sais plus comment je l'avais appelé, require. Je sais plus quoi. One group. Sur mon pattern. Bon, je pourrais compiler des trucs qu'une fois, ça serait mieux. On va faire semblant que ça marche, d'accord? Je dois garder l'invariant que j'avais avant. Je dois aussi vérifier que j'ai la taille de mes listes qui est la même. Ça serait une bonne idée. D'accord? Puisque je dois matcher les trucs. L'autre, je l'appelais mappers, je crois. Si mes listes sont pas de la même taille, boum. Throw new illegal argument exception. Mais non, c'est pas ça. Là, il y a un gros bug. Les listes nulles, ouais, mais ça, quand tu fais un for each dessus, quand tu fais un point size dessus, ça va faire null pointer. Je vais documenter que null pointer, c'est ce que ça renvoie. Tu vois pas les commentaires parce qu'ils sont en blanc sur blanc, mais il y a une grosse doc. Non, là, le problème, c'est que je prends des listes et que les listes en Java, par défaut, elles sont mutables. Donc, qu'est-ce qui se passe si on m'envoie des listes et qu'après on les mute avant d'appeler le try parse? Bah, c'est pas ce que je veux. D'accord.
Donc ça veut dire qu'ici, il faut que je rajoute quelque chose pour faire une copie défensive, exactement. Create list lexer from lists. Hop. D'accord. Ah, pourquoi il plante? Ça avait l'air très bien cette méthode-là. Ah. Lexer de T, il n'y arrive pas? J'ai pas déclaré. Ah, il m'a pas déclaré le T, quel couillon. D'accord, donc effectivement ici, va falloir que je fasse des copies défensives de mes listes. Comment on fait des copies défensives de listes en Java? List.copyof. Alors list.copyof, ça fait plus qu'une copie défensive. Ça fait une copie défensive et ça renvoie une liste non mutable, si jamais elle est mutable. Et si jamais la liste est non mutable dès le départ, ça fait rien. Donc ça fait une copie défensive s'il y a besoin de faire une copie défensive. D'accord? Depuis Java 9, on a des listes.off pour créer des listes non mutables. Et donc le list.copyof tire parti du fait que si j'appelle avec des listes.off, j'aurais pas besoin de faire les copies. Et sinon, j'aurais besoin de faire les copies. Donc je vais m'arrêter là, c'est dommage. On n'a pas trop le temps d'aller plus loin. C'est juste pour vous montrer qu'on a quand même un certain nombre de trucs assez sympas dans le JDK. Alors c'est le truc que je dis à mes étudiants. Notez que si vous allez suffisamment vite pour lire, vous pouvez voir toutes les implémentations. C'est le truc que je dis à mes étudiants, il y a toujours deux sortes de programmeurs en Java, il y a ceux qui connaissent le langage et ceux qui connaissent l'API. D'accord? Si on connaît l'API, on écrit beaucoup moins de code. Notez, en Java, le langage, il n'est pas vraiment fonctionnel. C'est du faux fonctionnel ce qu'on fait, puisqu'on a toujours notre interface qui traîne derrière. Donc on écrit la lambda de façon... d'accord? C'est comme si c'était structuré, on ne met pas les types, mais parce que derrière, on a de l'inférence et on a des interfaces qui traînent. C'est la façon dont ça marche. Notez que depuis Java 9, on a les var et on a toujours les classes anonymes qui existent depuis super longtemps. Vous n'êtes pas obligé de créer des classes avec des noms. Ne me faites pas un default, je ne sais pas quoi, dans votre code. D'accord? Je peux très bien avoir une méthode statique qui renvoie une implémentation. Je ne suis pas obligé de montrer le nom de l'implémentation. Vous implémentez une interface, vous n'êtes pas obligé de donner un nom à la classe. D'accord? Ce qui est vachement important parce que ça réduit les noms. Et c'est vachement plus facile de rentrer dans le code en fait, comme ça. L'autre chose, c'est que effectivement, on a des list.off ou des map.off, des copyoff. On a même un toUnmodifiable list sur les collectors si on veut créer des trucs non mutables. Notez que depuis Java 8, on a deux monades qui sont très appréciables, les streams et les optional. D'accord, hein. Si vous regardez le code, j'ai pas écrit beaucoup de code, au moins sur la première partie. J'ai juste délégué optional en lui disant débrouille-toi avec le code qu'il y a. Maintenant, c'est ce qui est prévu de faire. On a deux choses. On veut virer les points d'interrogation à la con, là. D'accord? Parce que si on regarde fonction, mon Java util function, d'accord? Mon premier paramètre, ça sera toujours un point d'interrogation super, et mon deuxième, ça sera toujours un point d'interrogation extends. Parce que c'est une interface qui n'a qu'une seule méthode, d'accord? Donc je vais pouvoir toujours appeler mes arguments, d'accord, avec un truc. Enfin, mes arguments peuvent être avec un super type, et mon type de retour peut être avec un sous-type. Enfin, je peux renvoyer un sous-type. Tout le temps, tout le temps. Donc finalement, mes points d'interrogation extends, ce que je suis en train d'écrire, ou points d'interrogation super que je suis en train d'écrire, mon putain de compilateur, il pourrait le faire tout seul. Et donc on a une JEP, elle s'appelle pas mon putain de compilateur, il peut faire ça toute seule, mais c'est quasiment la même chose. En anglais, puis en plus j'ai fait une faute en copiant-collant le truc, je sais pas comment j'ai fait. Qui dit, les wildcards, c'est ce qu'on appelle les use site variants. C'est à l'endroit où on utilise les choses qu'on décide quelle est la variance, et on pourrait faire la variance directement à l'endroit où on déclare. C'est-à-dire, quand on crée l'interface fonction, on pourrait déclarer directement ici,
bah, mon premier paramètre, ça sera toujours un super machin, et mon deuxième paramètre, ça sera toujours un extends bidule, et ça évitera de le recopier partout. D'accord? Je suis sûr que tout le monde serait content si le compilateur il faisait juste, bah, je prends le super et le extends qui ont été définis et je les recopie en point d'interrogation. D'accord? Juste cette transformation-là, ça serait génial. L'autre chose, c'est que ça marche pas bien avec les types primitifs. Quand on a des types primitifs, on boxe. Alors là, c'est pas très grave parce que passer sur l'automate, c'est plus lent que appeler les fonctions parseInt ou ce genre de choses-là. Mais il y a des cas où c'est embêtant. D'accord? Donc ça, c'est autre chose. Avec le projet Valhalla, un des trucs, c'est d'avoir des types paramétrés de type primitif. Alors, basiquement, c'est d'avoir des types paramétrés de value type et de faire semblant que les value types sont des types enfin que les types primitifs sont des value types. Donc le but, c'est d'avoir une release de int, si vous préférez. D'accord. Juste un truc, voilà la vraie implémentation du Railroad Switch Pattern, d'accord, qui est réutilisable, pas avec string, mais dans n'importe quel cas. Et on peut vraiment écrire FizzBuzz avec, parce que FizzBuzz, c'est juste if else, if else, if else. Et donc, on peut l'écrire directement de cette façon-là. Ça sert à rien, mais pas FizzBuzz sert à rien de toute façon, donc c'est pas très grave. Donc, je vous ai mis les slides, parce que je les ai passés un peu vite, à cet endroit-là. C'est ma première rétrospective, comme ça. C'est un peu bizarre. Avez-vous des questions ? 1 minute 40. Ah non, j'ai dépassé d'1 minute 40. Pardon. Alors, on voudrait en profiter pour faire quelque chose quand même. Partez pas tout de suite. Parce que c'est quand même l'anniversaire de José, ici présent. Donc on te propose ton gâteau d'anniversaire. Et on peut applaudir José.